prépares ton départ pour la France et tu te demandes quel type de logement choisir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle des différents types de logements étudiants qui existent en France avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et je te donne aussi des conseils pro. Alors, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à t'abonner et à liker. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toutes les procédures qui aident les étudiants étrangers à venir étudier en France ou encore dans l'Union européenne. Comme tu l'as vu en introduction, aujourd'hui, on va parler des différents types de logements ici en France. Alors, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as eu une admission Campus France ou encore une admission via une école privée et tu veux venir étudier en France. Tu es en train de faire ta démarche au fait de visa et tu te demandes quel logement choisir, quels sont les différents types de logements qui existent, quelles sont les options pour toi. Donc, dans cette vidéo, je vais te dire tous les types de logements qui existent pour les étudiants en France et tu vas voir en fait celle que tu préfères et vers laquelle tu veux te tourner. Donc sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Alors le premier type de logement dont on va parler, ce sont les logements au Crous. C'est quoi le Crous? Vous entendez souvent parler de ça. Vous vous demandez quand est-ce qu'il faut commencer à candidater pour avoir une chambre au Crous, mais tout ça. Donc le Crous déjà c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires et c'est un organisme au fait public qui propose des résidences universitaires publiques au fait aux étudiants internationaux français et c'est subventionné par l'État. Maintenant il y a 3 avantages de vivre au Crous. En tout cas, c'est 3 avantages que moi j'ai répertoriés. Après, il y en a plusieurs, mais moi je veux parler de 3 avantages. Le premier, c'est que c'est le coût. Il y a des coûts vraiment abordables par rapport au logement. En fonction de la ville, c'est entre 150 et 400 euros le loyer pour quand tu vis au Crous. Ce qui est très bien lorsque tu viens de l'Afrique ou bien lorsque tu vis en France, c'est bien de vivre au Crous. La deuxième chose, c'est que les résidences universitaires Crous, au fait, sont très proches des universités généralement. Donc, vous n'aurez pas à justifier la distance entre l'université et votre logement quand vous faites votre demande de visa parce qu'on sait généralement que au Crous, au fait, c'est proche des universités. Et le troisième avantage, c'est que vous avez une communauté, vous vivez en communauté avec d'autres étudiants du monde entier et même vous avez accès, souvent vous vivez avec vos collègues de l'école, au fait, proche de chez vous. Du coup, vous pouvez faire des groupes d'études, vous pouvez étudier ensemble, vous pouvez partager les cours. Donc, ça vous permet de vivre en communauté, de ne pas vivre seul par rapport à quelqu'un qui vivra, par exemple, chez lui, dans son studio, en ville, au fait. Alors qu'au Crous, vous êtes ensemble. Donc, quand tu viens d'arriver, tu te sens pas seul, tu te sens pas perdu. C'est vraiment un gros avantage pour moi. Mais il n'y a pas que des avantages au fait au Crous. Il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient que j'ai noté, c'est que le confort est vraiment basique par rapport à un autre type de logement. Au Crous, c'est basique. Au fait, vous avez des studios au Crous. Vous avez aussi des chambres, au fait, sans douche, au fait, sans toilette. Donc, vous devez aller, au fait, prendre votre douche ou aller aux toilettes sur le palier. Donc, vous avez que votre chambre. Il n'y a pas de cuisine. La cuisine est partagée, une cuisine commune. Les toilettes aussi sont à l'étage. Donc, si tu veux faire pipi, si tu veux, voilà, te laver, tu sors pour aller le faire. Donc, c'est un confort basique. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, ça peut choquer. Voilà. Aussi, un autre inconvénient aussi, c'est que au Crous, au fait, les demandes sont longues. Vraiment, ça prend du temps pour avoir accès parce qu'il y a une forte demande. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent aller au Crous. Vu le coût, au fait, tout le monde veut aller là-bas. Donc, ça prend du temps pour avoir une place. Donc, il faut pas se baser seulement sur le Crous lorsque vous cherchez un logement parce que vous pouvez ne pas avoir de place vu la forte demande. Au fait, vous pouvez ne pas avoir de place ou encore attendre très longtemps. Donc, voilà les inconvénients que j'ai notés pour le Crous. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est ce que je vois. Le deuxième type de logement dont on va parler, c'est la colocation. C'est quoi la colocation? Comment ça fonctionne? Alors, la colocation, c'est le fait de partager au fait son logement avec plusieurs personnes, soit des étudiants, des jeunes actifs et des personnes qu'on ne connaît pas souvent. Et comment ça se passe? La première chose, c'est que tu as ta chambre à toi, ce qui est très bien. Donc, c'est ton espace personnel. Tu as une clé, tu peux sortir comme tu veux, rentrer, tu fermes ta porte, voilà. Et maintenant, toutes les autres pièces qui ne sont pas des chambres, en fait, sont des pièces partagées, des pièces communes. Par exemple, le salon, la cuisine, la salle de bain, les balcons sont des pièces, au fait, partagées, des pièces communes. Donc, tout le monde a accès et tout le monde, au fait, utilise à sa guise, tout simplement. Et comment ça se passe au niveau du loyer? Il y a plusieurs configurations. La première configuration, c'est que le bailleur vous dit, je fais un bail commun, donc le même bail pour vous tous et le loyer, c'est 1 000 €. Vous divisez le loyer par 4 ou en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans la maison et vous payez. Mais ça, c'est très rare de voir une colocation de cette manière-là, mais ça existe. La deuxième chose, c'est que chacun a son contrat de bail et il paye au fait le loyer en fonction de la superficie de sa chambre. Donc, si tu as une superficie de 15 mètres carrés, tu vas payer un prix. L'autre, s'il a 18 mètres carrés, il paye un prix. Donc, chacun a son prix, chacun a son contrat de bail. Et puis, vous vivez dans la maison, vous avez, comment on appelle, les autres charges, au fait, communes. Donc, le loyer, c'est personnel. La chambre est personnelle. Maintenant, les autres charges de la maison sont partagées. Donc, voilà comment ça se passe au niveau de la colocation. Quels sont les avantages de vivre en colocation? Le premier avantage, au fait, c'est de vivre avec des personnes. Donc, tu arrives en France, tu rencontres des personnes, tu ne les connais pas, mais vous vivez
ensemble. Du coup, ça te permet d'avoir, au fait, je sais pas comment on va dire ça, une chaleur humaine, une communauté, des gens qui sont déjà en France, qui savent comment faire pour les procédures à la préfecture, comment faire, au fait, pour aller tout simplement d'un point A à un point B, etc. Donc, c'est déjà bien. Moi, pour moi, ça, c'est un avantage, au fait, de vivre avec des gens qui vont pouvoir, en fait, t'aider pour te déplacer en France, pour tes premiers jours, pour tout ce qui est administratif. Donc, ça, c'est bien. L'autre avantage aussi que tu as, en fait, c'est que si tu parles pas français, par exemple, le fait de vivre en communauté va t'aider, au fait, à développer, au fait, ton langage, etc. Et le troisième avantage, c'est le fait de partager certains coûts. Je m'explique. Quand je dis certains coûts, c'est vraiment avec, entre guillemets, par exemple, si vous avez l'électricité, ensemble, vous allez partager les coûts d'électricité. Si vous avez Internet, Wi-Fi, Netflix, etc., vous partagez ensemble. Donc, vous tous, vous regardez, mais à la fin du mois, on divise le montant de l'abonnement Netflix par 4 ou par 5. Donc, c'est bien de partager les coûts. Il y a des colocataires, au fait, qui font les courses ensemble. Donc, on met l'argent ensemble, on fait les courses. Donc, ça revient moins cher. Au lieu de faire tes courses personnelles, tu fais les courses en groupe. Du coup, tu économises, au fait, sur ces dépenses-là, par exemple. Donc, voilà des avantages de vivre en colocation. Mais il y a aussi des inconvénients. L'inconvénient, c'est que tu habites encore une fois avec des gens que tu n'as jamais vus, que tu ne connais pas. Tu peux tomber sur des personnes de mauvaise foi. Donc, des personnes, au fait, où c'est difficile de vivre avec eux, des personnes bordéliques, pardon. Donc, dans la cuisine, ils vont faire du désordre, ils vont préparer, ne pas nettoyer, alors que toi, tu aimes quand c'est rangé. Des personnes, au fait, qui vont peut-être inviter trop d'amis. Donc, pendant que tu veux étudier, il y a leurs amis qui sont là, donc il y a du bruit. Il y a le fait, un autre inconvénient aussi, c'est le fait de ne pas avoir, comment je vais dire ça, sa vie privée, au fait. C'est vrai que dans ta chambre, tu es fermé, c'est pour toi, mais c'est pas, tu n'as pas, comment je vais dire ça, tu te retrouves pas vraiment seul, au fait, comme tu veux. Tu n'es pas chez toi pleinement parce que tu partages des choses. Et ça peut être un inconvénient pour des personnes introverties, pour des personnes qui aiment avoir leur chez eux tout simplement. Donc, voilà le gros inconvénient. Le gros inconvénient d'une colocation, c'est de faire matcher les caractères, de s'accepter au fait tel que vous êtes, de savoir que tel, il arrive à telle heure, de gérer aussi les horaires parce que, et puis voilà, tout simplement d'avoir un cadre de vie où vous arrivez au fait à vous entendre au fait dans le logement pour que ça puisse passer. C'est ça qui peut être compliqué parce que généralement dans une colocation, celui qui est plus âgé veut montrer qu'il est le grand frère et puis ça peut peser au fait sur vous. Donc voilà les inconvénients qu'il faut noter dans une colocation. Il peut avoir des difficultés. Vous pouvez ne pas vous entendre en fait avec votre voisin de chambre. Vous pouvez ne pas vous entendre avec le colocataire. Donc voilà, ça peut être compliqué. Quand je dis voisin de chambre, je parle de quelqu'un qui dort à côté. Je parle pas de vous partagez pas la chambre avec quelqu'un. Vous avez votre chambre pour vous. Donc voilà ce qui peut être comme difficulté dans la colocation. Le troisième type de logement dont je vais vous parler, ce sont les studios ou les appartements privés T1, T2, T3 en fonction de vos besoins. Les avantages, c'est que vous avez une indépendance totale. C'est vraiment freedom, c'est-à-dire que vous avez votre logement, contrat de bail, charge comprise à votre nom. Vous payez vos factures, vous vivez chez vous, vous entrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Vous n'avez pas de contrainte d'heure, vous n'avez pas de contrainte de qui inviter, qui ne pas inviter. Vous vivez chez vous. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a un large choix. Vous pouvez choisir votre lieu d'habitation, votre ville. Il y a beaucoup de choix. Donc, vous cherchez sur les sites. Au fait, dans la suite de la vidéo, je vais vous dire là où chercher. Vous chercherez, au fait, sur les sites et tout, vous trouvez. Il y a vraiment un large choix, ce qui est bien. Mais il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est au niveau du coût. Surtout quand vous vivez à Paris ou en Île-de-France, ça coûte cher d'avoir un studio ou un logement, voilà, un appartement. Il faut compter en 400 et 1000 euros pour avoir un logement de ce type-là, ce qui n'est pas donné pour tout le monde. Un autre avantage aussi, c'est qu'on vous demande de monter un dossier pour faire la demande de studio. Donc, il y a un dossier à monter. C'est beaucoup de papier et si vous n'êtes pas très administratif, ça peut vous fatiguer. Troisième chose, on vous demande d'avoir un garant pour le logement. Quelqu'un qui vit ici en France. Lorsque vous êtes à l'étranger, souvent, vous n'avez pas de parents ici. Donc, qui va se porter garant pour votre logement? Ce n'est pas évident. Donc, vous pouvez passer aussi par la garantie Visale qui existe. Mais encore, ça, c'est encore des documents à fournir, une procédure à faire pour obtenir la garantie Visale. Donc, ce n'est pas évident d'avoir un studio vu toutes ces contraintes-là. Troisième chose, un quatrième inconvénient aussi, c'est que souvent le logement peut être meublé ou non. Donc quand il est meublé, c'est bien parce que vous prenez vos valises, vous entrez, mais quand il n'est pas meublé, il faut mettre un matelas, un lit, des fauteuils, il faut mettre une table, comment on va dire, le réfrigérateur, le micro-ondes, tout ça. Ça a un certain coût, au fait. Surtout quand vous venez d'arriver, les parents ont déjà supporté un coût pour le billet d'avion, tout ça. Vous venez d'arriver, il faut encore payer toutes ces choses-là pour aménager. Pour moi, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, un conseil, au fait, avant d'aller plus loin, lorsque vous cherchez un studio meublé. Déjà, ça, éliminez tout ce qui n'est pas meublé parce que ça va vous casser la tête après parce que vous connaissez pas les magasins pour aller acheter. Voilà, vous allez dépenser plus qu'autre chose.
Donc, c'est ce que je peux vous conseiller. Donc, voilà par rapport aux studios et aux appartements privés. Le quatrième type de logement dont on va parler, ce sont les résidences universitaires privées. Elles sont gérées par des sociétés privées comme Nexity, les Estudines, Studéa, etc. Et les avantages, en fait, c'est que vous avez moins de paperasse à faire. Il y a moins de papiers, donc c'est bien parce que ça vous facilite la procédure. Et on vous répond généralement rapidement pour ce genre de demande-là. Deuxième chose aussi, comme avantage, vous avez un confort vraiment clé en main. Lorsque vous rentrez dans le logement, vous avez un studio meublé ou une chambre meublée avec tout ce qu'il faut comme une petite gazinière. Vous avez votre salle de bain, votre lit, vous avez même souvent des couettes vraiment, et même des fois on vous fournit au fait tout ce qu'il faut comme assiettes, marmites, etc. Donc vraiment vous avez tout dans ce genre de logement là, c'est vraiment facile. Vous prenez vos valises, vous arrivez et vous êtes logé, c'est ce qui est très bien. Vous avez le wifi gratuit, vous avez une buanderie pour faire votre lessive, et un autre avantage aussi, c'est que c'est très sécurisé. Vous avez souvent des gardiens qui sont là, vous avez votre badge, donc n'importe qui ne rentre pas dans la résidence universitaire, c'est gardé, c'est protégé. Donc pour moi c'est un gros avantage de vivre dans des résidences universitaires privées. Pour ce type de logement-là, ce qu'il faut compter comme inconvénient, c'est le fait que ça coûte un peu cher, entre 400 et 900 € comme loyer. Et aussi, c'est moins bien situé que les logements Crous. Il faut faire de la distance un peu pour trouver ce genre de logement-là. Ce n'est pas à proximité des universités comme on peut le croire. Donc voilà ce qu'on peut avoir comme inconvénient. Et pour moi qui ai habité dans une résidence universitaire privée, l'inconvénient, c'est le fait que chaque année, ça augmente. Mais ça n'augmente pas de quelques centimes, ça augmente vraiment en fait. Ton loyer peut augmenter de 20 à 30 € par année. Et moi, franchement, ça m'énervait un peu. Et aussi, au niveau de l'électricité n'est pas toujours comptée comme charge incluse au fait dans le loyer, dans ce type de logement-là. Donc, tu vas payer ton électricité en plus. Il faut compter ça au fait. Moi, c'est ce que j'ai trouvé comme inconvénient pour ce type de logement-là. Sinon, c'est très bien, c'est sécurisé. Et puis, voilà. En point 5, on va parler des autres solutions de logement qui existent et j'ai regroupé quelques-unes au fait dont je vais vous parler. On a d'abord les familles d'accueil. Les familles d'accueil, ce sont généralement des familles françaises qui accueillent des étudiants chez elles. Généralement, un étudiant par année chez elles au fait. Et ce qu'elles font, c'est que vous êtes souvent en demi-pension. Donc, vous êtes chez eux du lundi au vendredi et samedi, dimanche, au fait, vous devez trouver un endroit où aller. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une chaleur familiale. Vous êtes chez des personnes et c'est comme des tuteurs. Donc, vous êtes chez eux, vous vivez avec eux, leurs enfants, voilà, monsieur, madame, enfant, vous vivez avec eux, quoi, comme un membre de la famille, tout simplement. C'est bien parce que ça vous permet de trouver une chaleur familiale, ça vous permet de vous intégrer dans la communauté, de vous intégrer, en fait, en France. Ils vous aident pour toutes vos démarches administratives et tout ça, ce qui est ouverture de banque, de compte bancaire, démarches à la préfecture, c'est très bien. Maintenant, ce qui a comme inconvénient, c'est que vous vivez chez des gens, ce sont vos tuteurs, ils ont leurs exigences, ils ont leurs règles. Si on vous demande de rentrer à 20 h, vous rentrez à 20 h, de sortir à 7 h, vous sortez à 7 h. Il y a des règles de vie dans la maison. Si on dit qu'on éteint la lumière à telle heure, vous pouvez pas veiller toute la nuit pour étudier. Bref, il y a des contraintes au fait parce que vous vivez chez les gens et pour ceux qui ont déjà vécu chez des tuteurs, vous savez ce que c'est. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Mais moi, j'aime pas trop cette solution-là. Mais pour les premiers mois en France, au fait, c'est très bien, surtout quand vous êtes mineur. Pour ceux qui sont mineurs, moi, je conseille vraiment les familles d'accueil parce que vous avez au moins quelqu'un pour vous protéger. Voilà, des gens qui peuvent vous protéger. On va dire ça. Une autre solution qui existe aussi, ce sont les logements temporaires. Tout ce qui est Airbnb, hôtel, auberge de jeunesse, etc. Donc ça, c'est vraiment temporaire. Quand je dis temporaire, c'est-à-dire vous louez ça pour 3 mois lorsque vous arrivez, le temps de trouver quelque chose de fixe, au fait, quelque chose de stable ici en France. Donc c'est pas mal, vous pouvez opter pour ça. La contrainte, c'est que ça va vous coûter cher. Ça coûte cher de vivre dans ce genre d'endroit-là. Ce n'est pas donné. Ça coûte même plus cher même que d'avoir une résidence universitaire, en fait, parce que payer une chambre d'hôtel ou bien un Airbnb jour après jour, voilà quoi, c'est pas donné. Donc voilà les contraintes. Une autre solution qui existe, en fait, ce sont les sous-locations ou ce qu'on appelle logement intergénérationnel. Donc vous louez une chambre chez souvent une mamie, une personne âgée, au fait, et c'est vraiment moins cher. Généralement, c'est... ça part de 200 €. Ça coûte moins cher, en fait, de vivre chez ce genre de personnes-là. Mais vous êtes un peu comme une aide-soignante. Vous allez aider ces personnes-là dans leurs déplacements, lorsqu'ils vont à l'hôpital, pour leurs soins, pour leurs médicaments. Bref, en fait, ce n'est pas... C'est moins cher, mais derrière, en fait, vous avez, comment on appelle ça, vous devez participer aux tâches ménagères, participer, au fait, à aider cette personne-là dans sa vie de tous les jours, ce qui n'est pas évident lorsque vous êtes étudiant. Mais après, si ça vous tente, au fait, il faut chercher. Donc, vous cherchez, au fait, vous tapez logement intergénérationnel
professionnels sur Internet, vous allez trouver. Maintenant, je veux qu'on parle au fait de comment faire pour obtenir ce type de logement là, comment faire lorsqu'on est en Afrique. Alors pour le Crous, au fait, ça se passe sur Internet. Il faut aller sur le site du Crous à partir du 1er juillet et candidater, mettre des documents, remplir un formulaire, etc. Et puis attendre au fait qu'on vous réponde. Actuellement, c'est ouvert que pour les étudiants français et on ouvrira au fait le 1er juillet pour tous ceux qui sont dans le monde entier qui veulent venir au Crous tout simplement. Maintenant, pour les autres types de logements, il faut aller sur les sites Internet. Vous écrivez aux personnes au fait sur les sites Internet et vous leur demandez au fait que vous cherchez un logement, vous êtes en Afrique, vous expliquez qui vous êtes, etc. Et puis voilà, ils vont vous demander certains documents. En tout cas, envoyez des documents, mais évitez d'envoyer vos pièces d'identité. Évitez aussi de payer des frais au fait sans être sûr que le logement sera à vous parce que vous pouvez vous faire avoir. Maintenant, voici les différents sites que je vous conseille pour trouver un logement ici en France. On a seloger.com, Studapart, PAP, Nexity, les Estudines. Voilà, au fait, quelques sites que je peux vous conseiller pour chercher vos logements. Les autres, au fait, vous trouverez sur Internet. Je vous conseille aussi les agences immobilières. Si vous avez un peu de sous pour payer leurs frais, allez dans les agences immobilières. Vous allez trouver les agences immobilières comme... comment ça s'appelle, Stéphane Plaza, etc. Vous pouvez aller dessus et puis trouver un logement rapidement. Maintenant, si vous voulez qu'on vous accompagne pour trouver votre logement rapidement parce que le temps court et puis il faut faire la demande de visa, n'hésitez pas à nous contacter au +33 07 45 20 30 88 ou encore par mail à info@study-du6ebot.me. Donc, on vous accompagne en fait à trouver un logement. Il y a aussi d'autres solutions à part le contrat de bail pour avoir un logement. Mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, si vous voulez savoir, contactez-nous encore une fois. On vous dira tout ce qu'il faut comme il faut. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à savoir en fait quel type de logement existe, lequel vous allez choisir, et puis vous éclairera un peu plus au fait par rapport au type de logement. Après aussi, vous pouvez être hébergé par quelqu'un tout simplement. Donc voilà, on va s'arrêter là dans cette vidéo. On se dit à bientôt pour une autre. Au revoir.